La deuxième partie est axée sur la distanciation, mais également sur l'organisation. On va vous aider pour manager au mieux vos équipes, mais également réfléchir comment on se positionne quand on se retrouve dans une situation aussi bien compliquée que la distanciation issue à la Covid. Comment on va pouvoir réagir? Quelles sont quelques clés et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Mais avant cela, on a la chance d'avoir Benjamin Belen qui va nous rejoindre dans un instant, qui fait partie du HDFID, Hauts-de-France Innovation et Développement, et qui a une structure d'accompagnement pour les entreprises et qui évidemment propose beaucoup d'aides pour passer à cette fameuse transition digitale. Je vais laisser Benjamin vous expliquer tout ça avant de vous retrouver pour la deuxième partie. Bonjour Fabien, oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Benjamin Belen, je travaille chez Hauts-de-France Innovation Développement, qui est donc une agence régionale. Et notre métier, c'est d'accompagner les entreprises du territoire, comme son nom l'indique, dans l'innovation et le développement. Alors, pour ma part, j'ai une mission plus précise sur la transition numérique et donc, du coup, sur l'accompagnement des entreprises. Mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants à bien préparer leur transition numérique. Alors, j'ai envie de vous dire par rapport à la thématique du jour, la question, c'est même plus d'avoir une stratégie digitale aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie dans un monde digital. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, la question, c'est plus d'avoir une stratégie digitale, mais aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment une stratégie dans un monde digital. Et donc pour ce faire, travailler sur la transition numérique pour les entreprises, au-delà de leur business model, c'est aussi aller chercher de la productivité, de la rentabilité. Alors du coup, ce dispositif que propose HDFID s'adresse à toutes les entreprises de notre territoire qui ont un réel potentiel de croissance grâce au numérique et qui souhaitent accélérer et favoriser la productivité, la rentabilité et potentiellement la création d'emplois, et j'ai envie de dire en ce moment surtout de pouvoir préserver les emplois. Comment se déroule ce dispositif? Ça se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est de faire un audit de l'entreprise, de voir quelle est la maturité de la structure, des équipes sur le potentiel numérique. C'est faire une photo à l'instant T. Vous en êtes où dans l'entreprise? Suite à ça, on va pouvoir travailler sur des enjeux, aussi déceler les freins possibles dans l'entreprise à la digitalisation pour clairement poser vos objectifs. La deuxième étape est donc tout simplement autour d'un projet de conduite et de mise en place d'une feuille de route, d'un plan d'action. L'objectif est d'aider les dirigeants et ses équipes à clairement construire une feuille de route de la digitalisation. Et enfin, la troisième étape de ce dispositif, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide financière qui leur permettrait de recruter un collaborateur, profil numérique, profil techno, qui pourrait piloter ce projet de digitalisation au sein de l'entreprise. Si je reviens sur ces 3 étapes, la première phase donc autour de ce diagnostic, comme je vous le disais, de pouvoir faire une photo à l'instant T de votre maturité numérique, elle se fait sur ces thématiques-là. Je vais aborder des thématiques très pragmatiques finalement. Quels sont aujourd'hui les outils digitaux qui sont au service de la création des outils de com et de votre stratégie marketing? Comment vos équipes sont accompagnées aussi dans la conduite du changement dans l'entreprise par rapport au digital, mais quels sont aussi les outils numériques qu'on peut mettre en place au service de la RH, la stratégie, la gouvernance. Ensuite, êtes-vous bien équipé, vos ressources? Est-ce que les équipements techniques purs, informatiques, sont à niveau pour aussi accueillir une digitalisation? Quels sont vos logiciels, vos outils, vos progiciels, CRM, ERP? Et puis enfin, on peut faire un focus plus précis sur votre production et puis aller jusqu'à la digitalisation de votre production. Voilà, tout ça, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez transversal dans l'accompagnement pour optimiser vraiment l'ensemble des services d'une entreprise, de sa production, l'ensemble de ses services support. L'étape numéro 2, donc comme j'ai présenté tout à l'heure, on est sur un plan d'action. L'idée vraiment, c'est de poser une trame. Je ne suis pas là pour créer un process, pour monter un site internet ou encore moins mettre en place une chaîne de production dans une entreprise, mais clairement pour aider le dirigeant à prendre du temps à travailler donc sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Donc c'est sous forme de, j'ai envie de dire, de session de coaching. On va passer du temps ensemble jusqu'à 6 demi-journées pour valider clairement les objectifs, les enjeux et puis mettre en place donc une feuille de route. Et puis enfin, dernier élément, je reviens dessus,
l'accompagnement possible d'une aide financière, d'une enveloppe de 10 000 € qui vont permettre donc aux entreprises de bénéficier de cette enveloppe pour recruter une personne qui va pouvoir piloter un projet 360 de digitalisation ou alors peut-être un développement spécifique, un déploiement. Voilà, donc ce dispositif est assez récent, il a été mis en place chez HDFiD depuis le mois de mars, donc ça s'est fait même pendant la période de ce premier confinement. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées qui apparaissent à l'écran. Si vous avez des entreprises qui souhaitent travailler la digitalisation et être accompagnées pour être donc sur le bon chemin et préparer les fondations de cette digitalisation, je me tiens à leur disposition. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup. Vous avez posé des questions également. On y a répondu, je pense, à Antoine Macré. Comment s'appelle ce dispositif, s'il vous plaît? Alors, c'est un dispositif qui est une action pilote qui a été, comme le dit Antoine dans les commentaires, c'est une action pilote qui a été confiée par la Commission européenne via le Conseil régional des Hauts-de-France. Et donc, c'est le dispositif sur la transition numérique. Merci beaucoup, Benjamin. Évidemment, on va vous laisser ces coordonnées, peut-être on va les poster et vous les continuer à en savoir davantage sur l'ensemble de ces possibilités que vous offre HDFiD, qui a la charge aussi d'animer l'ensemble de ces rencontres de la recherche et de l'innovation de Hauts-de-France à l'initiative de la région. Merci beaucoup, Benjamin. Je laisse la scène puisqu'on va démarrer la deuxième partie de cet après-midi. On va parler du digital au service de la distanciation sociale, un atout imparable de sociabilisation, je vais y arriver, de socialisation plutôt, c'est mieux. Pour cela, on va déjà vérifier si c'est le cas, mais évidemment, on a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui vont prendre place et je vais vous demander de venir me rejoindre. Alors peut-être on va mettre la diapo avec l'ensemble des noms des personnes qui sont avec nous, avec Madame Émilie Lou-Escande de l'Université Picardie Jules Verne. Merci de venir nous rejoindre. Madame Francine Carlu, vous êtes coach professionnel. Et puis également Monsieur Sébastien Ramé, directeur de Numéo Consulting. Merci et bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Émilie Lou-Escande. Vous êtes directrice adjointe à l'Université Picardie Jules Verne. Vous êtes maître de conférence en ergonomie et psychologie du travail. Et on vous a demandé un peu de placer un peu un cadre sur cette question-là de la distanciation sociale. Est-ce qu'un atout imparable ou pas de socialisation? Comment d'ailleurs, déjà présentez-vous un peu comment vos travaux de recherche, sur quoi se situent, expliquez-nous en quoi vous pouvez répondre à cette question. Alors, donc effectivement, je suis une collègue à Mathieu Incelin que vous avez entendu tout à l'heure. Je suis maître de conférence également donc à l'université, mais pas en psychologie expérimentale, moi plutôt sur un double profil psychologie du travail et ergonomie. Ergonomie qui signifie science du travail aussi. Donc, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, directrice adjointe, alors pas de l'Université de Picardie, mais juste de l'unité de recherche, du centre de recherche en psychologie, cognition, psychisme, organisation, donc avec Béatrice Bourdin, et je suis responsable du master d'ergonomie et de psychologie qui s'appelle Facteurs humains et systèmes de travail, donc qui est spécialisé effectivement dans ces deux disciplines. Concernant mes travaux de recherche, ils se situent plus dans la conception et dans les usages des technologies émergentes dans le travail, mais aussi dans le hors-travail. Donc, quand je parle de technologies émergentes, mes domaines initiaux sont plutôt, c'est pas des outils classiques comme les technologies de l'information et de la communication. Je travaille plutôt sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, dans des domaines qui touchent à l'industrie du futur plutôt. Voilà, et je m'intéresse à la fois aux aspects de conception participative impliquant les utilisateurs finaux et à la fois aux usages et donc à ce qu'on appelle le phénomène de catacrèse, à comment on va transformer les usages initialement prévus pour les dispositifs pour pouvoir les intégrer finalement dans notre activité et faire en sorte, in fine, qu'ils soient acceptés par les opérateurs. Alors justement, on a fait appel à vous pour que vous ayez justement à travers votre regard aiguisé d'avoir justement une réaction par rapport à la crise sanitaire et par rapport à cette transition digitale.
Est-ce qu'on peut retrouver justement des points, des remarques, une étude qui pourrait expliquer justement comment tout le monde agit face à cette distanciation sociale? Qu'est-ce que ça crée comme opportunité ou comme difficulté? Ouais, alors effectivement, donc il y a la crise sanitaire, et ça vous l'avez dit lorsque vous avez finalement introduit le webinaire là, hein, a conduit, et ça c'était effectivement inévitable, à la mise en place d'un certain nombre de changements dans le cadre du travail, comme vous l'avez évoqué. Alors, il y a une tribune récente de Catherine Delgoulet, qui est professeure titulaire de la chaire d'ergonomie au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui est historiquement l'équipe de recherche la plus ancienne d'ailleurs en ergonomie, avec la formation qui est associée. Et donc, dans cette tribune publiée dans le journal Le Monde, elle explique que la pandémie, clairement, aurait accentué les effets délétères des conditions de travail, dans certains cas, et que dans d'autres cas, finalement, elle aurait révélé de nouvelles possibilités d'organisation un petit peu plus stimulantes pour d'autres individus. Et donc, elle explique finalement qu'il y aurait ces deux grosses tendances observées dans les organisations. Alors, la première tendance, qui est clairement relative au changement finalement technique et organisationnel un petit peu mené dans l'urgence, en particulier, c'était vrai lors du premier confinement, qui ont conduit dans certaines organisations à des processus d'isolement, en tout cas perçus par les individus, apparus notamment du fait de la coupure brutale, alors avec les collègues et ou avec la hiérarchie parfois, mais également directement lié au fait qu'il y ait une impossibilité de travailler au domicile parfois à cause des conditions matérielles finalement qui n'étaient pas particulièrement adaptées, à cause notamment des ressources qu'on n'avait pas forcément. On parle de fractures numériques en fonction notamment des territoires dans lesquels on habite. Donc ça, effectivement, c'est aussi un facteur qui conduit au processus d'isolement ressenti par les opérateurs. Et donc, il y a ces ruptures entre les personnes qui ont été observées, en particulier quand même, elle souligne, dans des équipes de travail dans lesquelles il y avait déjà des liens un peu distendus avant la pandémie, qui se sont encore plus accentués finalement lors du confinement 1 et lors du confinement 2. Et certains individus ont tellement mal vécu cette situation d'ailleurs qu'il y a eu un sentiment d'abandon parfois perçu chez certains sujets. Il faut faire très très attention lorsque ces indicateurs sont apparus dans les organisations, puisque ça laisse des traces, et les traces peuvent effectivement perdurer et puis impacter le fonctionnement de ces équipes de travail et puis la santé des personnes concernées au-delà après du confinement et donc sur le long terme. Donc ça, c'est le côté effectivement un peu négatif, les effets délétères. La seconde tendance, elle, est plus positive. On la retrouve aussi dans de nombreux témoignages qui mentionnent plutôt les changements comme des opportunités, en fait, pour non seulement pour apprendre et puis développer de nouvelles compétences sur ces outils-là, mais aussi pour découvrir finalement à un niveau plus macro de nouveaux modes de travail. Alors pour les individus qui ont évoqué qui s'inscrivent en tout cas dans cette tendance-là, eh bien ces changements induits par la pandémie ont été perçus plutôt comme une organisation de sortir de situations de travail qui étaient parfois perçues comme routinières ou associées à des conditions de travail qui n'étaient pas optimisées. Donc c'est aussi pour ça que ça a conduit à un point de vue plus positif. Parfois, effectivement, ces changements-là, toujours dans cette tendance, ont permis de développer de nouvelles possibilités aussi d'agir individuellement, collectivement, sur les situations professionnelles rencontrées. On a vu, par exemple, dans le domaine industriel, dans le secteur agricole ou dans le commerce de détail, de nouvelles solidarités et puis de nouvelles manières de penser et de réaliser finalement le travail en revoyant notamment les circuits de fabrication, de livraison, etc., en s'organisant d'une façon un peu différente. Donc on retrouve effectivement dans le domaine professionnel en tout cas ces deux grandes tendances. Voilà, je vous remercie pour d'avoir mis un peu ce contexte avec nous et ces tendances.
J'ai aucun doute sur le fait que ça va rebondir sur les deux intervenants qui nous accompagnent, que ce soit Francine Carlu. Vous représentez un organisme qui s'appelle Oser Coaching, enfin, c'est vous-même, vous êtes coach pour accompagner les chefs d'entreprise. Et Sébastien Ramet, vous êtes consultant, vous accompagnez aussi ces chefs d'entreprise avec deux démarches, que ce soit du management ou alors de la réflexion personnelle parfois sur le travail. Je vais commencer avec vous et n'hésitez pas, bien sûr, Émilie, si vous voulez augmenter de votre expérience ce qui va être dit. Je vais commencer avec vous, avec Francine Carlu. On avait préparé une petite question sondage. Je vous propose de la mettre maintenant, tiens, pour voir justement. On a parlé un petit peu avec Émilie, comment on pouvait se comporter face à cette situation de Covid. Eh bien, on va vous poser la question à vous. Comment vivez-vous la période que nous traversons depuis mars 2020 ? Alors, est-ce que vous êtes plutôt bien ? Ça va, finalement, c'est pas plus mal. Vous vivez ça plutôt bien. Moyen, il y a des hauts, des bas ou pas bien du tout. Alors, justement, répondez à cette question. Et on va voir, parfois, on se trompe, qu'il y a des idées reçues. Alors, ça s'équilibre. On est à peu près à 50-50. Moyen, il y a des hauts, des bas. Plutôt bien, ça c'est bien. Forcément, on avait aussi des personnes qui sont à l'aise. On est au deuxième confinement. Là, maintenant, on a pris quelques habitudes aussi avec nous. Alors, ce qui est intéressant, Madame Carlu, c'est qu'évidemment, face à cette crise, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment on pourrait ressentir les choses, justement? De plusieurs façons. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, en sachant que cette pandémie a créé une prise de conscience de notre vulnérabilité. Et donc, on se sent parfois en danger, et devant le danger, on a envie de se protéger, et on ressent tous des émotions telles que la peur, ça peut être la frustration ou la colère. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir justement les identifier, et se dire aussi que de ressentir toutes ces émotions, c'est normal. Et savoir aussi qu'on n'est pas nos émotions, c'est-à-dire qu'on peut ressentir de la peur, c'est pas pour autant qu'on est peureux. Et ça, c'est important aussi de pouvoir justement faire la différence entre ce que l'on ressent et qu'est-ce que cette émotion nous parle, et qu'est-ce qu'elle nous dit, et comment on peut réagir par rapport à cette émotion. Face à la peur, l'action en général, c'est la fuite. Et ça, c'est normal. Alors, on pourrait penser que vos propos sont relativement éloignés des chefs d'entreprise qui nous entendent ou des dirigeants, mais votre métier, c'est bien de les accompagner justement pour pouvoir affronter ces difficultés-là. Et quand on parle de resocialisation, c'est aussi d'une importance capitale. Alors, expliquez-moi comment vous pouvez approcher. Qu'est-ce que vous avez repéré comme changement important également dans cette sphère-là des chefs d'entreprise ou des dirigeants? Alors, le changement, ce qui apparaît, c'est les chefs d'entreprise. On a une représentation des chefs d'entreprise et des dirigeants comme des hommes forts, qui sont toujours battants, toujours en forme. Et je pense que c'est important, là, dans cette période, de comprendre que un chef d'entreprise, c'est un homme comme tout le monde ou une femme comme tout le monde, et qu'elle a le droit également de ressentir des émotions et de pouvoir les partager. Et je pense que c'est vraiment important pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, les cadres, de pouvoir partager avec son équipe. Ça apporte déjà beaucoup d'humanité, ça crée du lien, et ça crée aussi de l'engagement par rapport avec les collaborateurs avec qui, finalement, on est dans le même bateau. Alors, je sais que vous aviez préparé quelques slides. N'hésitez pas, si vous voulez, demander à Amélie ou si vous-même voulez les passer, les mettre en place pour nous expliquer un peu plus ce qu'il en est. On pourrait penser que tout ça, c'est assez éloigné de la question du digital, mais en réalité, quand le chef d'entreprise se retrouve à cette incertitude, à ce doute, ça peut être un atout aussi, évidemment, de se sentir conforté dans ses doutes et de pouvoir accompagner ses équipes également avec ces doutes-là. Alors, je vous laisse nous expliquer tout ça. Oui, alors, comme je le disais, cette prise de conscience
notre vulnérabilité et du danger hein, qui est là depuis le mois de mars, à générer une nouvelle priorisation au niveau des valeurs, hein, que ce soit la santé, la famille, l'équilibre. Il faut bien savoir que nos premiers besoins, c'est quand même tout ce qui est, oui, manger, boire, dormir, et que pour passer aux besoins supérieurs tels que la sécurité, on doit déjà avoir les premiers besoins qui soient satisfaits. Le danger qu'on sent depuis le mois de mars, hein, qui fait qu'on a besoin vraiment de se sentir en sécurité au niveau de sa famille. Donc, ça a vraiment resserré les liens au niveau de la famille et au niveau des liens sociaux. Et aussi préserver notre équilibre vie professionnelle et vie privée. Et ça, on le remarque hein, depuis le mois de mars, qu'il y a vraiment une recentration au niveau des liens. Oui, c'est un peu le danger de la digitalisation. C'est quand on est en distance comme ça, c'est de retrouver le schéma, vous l'aviez dit aussi, Émilie, hein, c'est de retrouver entre les deux la bonne distance entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'effectivement, hein, il y a les objets du coup, et ça on l'a vécu, alors c'est assez facile à comprendre lorsque on est sur des objets qui deviennent un peu des objets frontières, c'est-à-dire qu'on va regarder nos mails très tard le soir lorsqu'on n'aura pas eu le temps de tout faire dans la journée, parce que peut-être que dans la journée on sera allé chercher les enfants un petit peu plus tôt à l'école, etc. Donc il y a les domaines de vie perso, vie pro, qui effectivement se mélangent à cause de ces objets digitaux, qui de fait deviennent, voilà, ce qu'on appelle, en tout cas dans la littérature, des objets frontières, et donc qui font le lien entre les différentes sphères de vie, ce qu'on appelle aussi en psychologie du travail les domaines de vie. Et donc il y a une intrication à cause de ça, effectivement, entre ces sphères. Et là, il faut faire très très attention et prendre un soin particulier pour préserver effectivement la qualité de vie et la santé des salariés, parce qu'on a vite fait, hein, c'est un des facteurs de risque psychosocial de trop mélanger, et donc risque psychosocial égale burn-out. Et on peut voir hein, des personnes qui ont mis en place à leur domicile un lieu uniquement consacré au travail, justement pour toujours garder un peu cette frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a des petites routines hein, à adapter, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant de pouvoir garder sa sphère privée, des moments où on prend soin de soi, quoi. C'est vraiment garder un équilibre, et ça, il faut être très vigilant. Alors justement, on a quelques réponses hein, pour accompagner ce changement. On va pouvoir vous avez étudié ça quand vous accompagnez les entreprises, et en même temps, on voit qu'il y a une question qui vient d'apparaître. On va peut-être la prendre sur le fil. Est-ce courant finalement de voir ces chefs d'entreprise qui manifestent leurs craintes auprès de leurs collaborateurs? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que vous pouvez répondre tous les trois si vous avez les réponses. Et enfin, est-il courant, à l'inverse, d'avoir des chefs d'entreprise qui ne disent pas leurs craintes, mais de façon indirecte, descendant leur stress et leur montrant l'urgence d'agir, d'accomplir leur mission, de résoudre un problème? Alors, c'est une vaste question, mais c'est courant ou pas? Là, on le prend comme état de fait. C'est vrai que c'est par rapport à votre expérience. C'est courant ou pas? On a ce fantasme du chef d'entreprise fort qui est capitaine de bateau et qui montre pas ses faiblesses entre guillemets, mais est-ce qu'aujourd'hui ce schéma-là existe toujours? Oui, alors je dirais quand même qu'il y a différentes générations. Hein. Je pense que les générations plus anciennes gardent vraiment cette image d'homme fort qui ne montre pas ses faiblesses. Et, corrige, excusez-moi. Je pense que de montrer qu'on peut avoir des craintes, des inquiétudes, des incertitudes, c'est montrer aussi ce côté humain. Et partager ce côté humain, je pense que c'est important avec les collaborateurs. C'est pas parce qu'on a peur qu'on ne va pas réussir à prendre une décision. En fait, il faut bien différencier les deux, en fait. Oui, merci. Et ça fait partie des clés que vous donniez en réponse d'accompagnement, ce côté humain?
Alors, déjà en tant que chef d'entreprise, la personne a vraiment besoin d'être écoutée. J'ai bien aimé tout à l'heure, lors de la première intervention, Monsieur Mathieu Ancelin, qui a parlé de l'écoute, de l'empathie. Je pense que ça, c'est vraiment deux valeurs importantes dans l'accompagnement. Le chef d'entreprise a besoin de pouvoir extérioriser toutes ces émotions qui sont importantes et qui, de toute façon, sont présentes. Et même si on ne les montre pas, elles sont présentes. Donc, c'est important de pouvoir les déposer quelque part et pouvoir les partager. Voilà, de l'intégrer dans le management complet du chef d'entreprise. Oui. Et puis, au-delà de cette dimension générationnelle, quand même, il y a surtout la culture d'entreprise dans laquelle on est. Oui. Qui va nécessairement impacter. Si on est sur du management très participatif, il sera plus facile pour nous, managers, de diffuser. Si on est dans quelque chose de plus autoritaire, ça va être effectivement plus compliqué et on aura tendance à ne pas être tout à fait empathique parce qu'on a ce statut-là. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui dépendent de ça. Alors, je vous remercie pour ce focus, en fait, sur cette vigilance, en fait, à tenir compte de la place du manager, la place du dirigeant, mais de la façon de le gérer aussi sur des distanciations aussi importantes qu'on vient de mettre en place durant cette période de crise sanitaire. Je vais laisser la parole à Monsieur Sébastien Ramé, qui lui a évidemment réfléchi aussi sur vous êtes consultant, vous accompagnez aussi les entreprises, y compris dans leur management, et évidemment cette distanciation, cette digitalisation, ça crée des frustrations au sein de l'entreprise. C'est inévitable de passer cette phase-là, surtout sur cette période de Covid. Comment on peut réagir par rapport à ça? C'est complexe, je suppose. Oui, le sujet du digital est complexe. Aujourd'hui, clairement, en tant que citoyen, on baigne tous dans le digital. Si vous regardez un petit peu autour de vous, même sans sortir de chez vous, vous avez un téléphone portable, vous avez peut-être une tablette. Là, vous êtes en train de nous écouter sur un ordinateur, vous êtes peut-être une webcam. Si vous remontez des années en arrière, moi j'ai remonté quelques années en arrière, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'avais mon Walkman et j'étais très content d'aller jouer dehors. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un monde digital et la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis plusieurs mois, elle a finalement mis en exergue toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les entreprises qui n'étaient peut-être pas suffisamment matures sur les sujets du digital. Et certaines ont pu d'ailleurs se révéler à travers cet enjeu du digital. Je pense par exemple aux restaurateurs qui sont très fortement impactés par la crise et par le confinement. Certains ont mis en place des nouvelles offres, ont mis en place du click and collect, des offres qui ont très bien fonctionné et qui vont pouvoir perdurer au-delà de cette année 2020 et de cette année de confinement. Donc, ça leur a permis finalement quelque part d'innover dans la difficulté. Ce qui me semble intéressant ici, c'est de se dire finalement que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, elles doivent être aujourd'hui plus performantes. Et pour être plus performante, finalement, l'outil numérique peut être une solution. Il peut être une solution parce qu'il va répondre à un double objectif. Le premier, ça va être de permettre à l'entreprise de repenser ses processus pour les rendre plus efficaces, plus efficients et de permettre, via les outils numériques, de les digitaliser. On parle alors de digitalisation. J'ai souvenir dans des accompagnements que j'ai faits auprès d'entités, par exemple, qui, il y a quelques années, qui réalisaient leur paye, par exemple, complètement manuellement. Sur des papiers, ce qui paraît complètement saugrenu. Et on a pu, en les accompagnant, finalement, les aider à la fois à revoir le processus pour les rendre plus efficaces, mais également les digitaliser en leur développant des outils qui répondaient pleinement à leurs besoins. Et on va avoir également un objectif, je dirais, pour nos entreprises de refonte du business model. Et j'en parlais un petit peu finalement un peu avec les restaurateurs précédemment, c'est de se dire finalement dans un monde qui est en constante crise, on parle de crise sanitaire aujourd'hui, mais il y a quelques années on parlait de crise financière également, dans un monde qui change tout le temps, qui est dans l'incertitude, on en parlait également sur la première partie de la présentation, c'est comment on fait finalement pour s'adapter, pour se transformer, pour être toujours plus efficace et répondre aux besoins de nos clients. L'IT est une solution, mais ce n'est pas une fin en soi.
ce n'est pas une fin en soi, et si le projet n'est pas mené correctement, il peut être source finalement de beaucoup de frustration. Je pense qu'on a tous vécu finalement des projets informatiques dans nos entreprises qui ne se sont pas forcément bien passés. Des projets qu'on prévoyait de faire mais qui ne se sont finalement pas lancés, des projets qui ne se finissent pas ou alors qui se finissent avec beaucoup de retard, avec des surcoûts très importants, des projets qui sont livrés mais qui ne répondent pas finalement aux besoins de l'entreprise. J'ai vu des entreprises, par exemple, déployer des ERP en pensant que c'était l'outil idéal qui allait solutionner toutes leurs problématiques et finalement, l'ERP ne répondait pas du tout à leurs besoins. Ce qu'il faut se dire finalement derrière tout ça, c'est que l'initiative numérique, elle peut être très bénéfique, c'est clair, pour l'entreprise. On le voit encore plus aujourd'hui sur cette période de crise sanitaire. Mais une initiative numérique peut se transformer en véritable galère si elle n'est pas menée dans de bonnes conditions. Alors justement, que pourrait-on prendre comme clé de succès pour passer efficacement à une transition numérique? Alors je dirais que la question à se poser finalement derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui peut freiner ou qu'est-ce qui peut faire échouer une transformation numérique? Finalement, la question elle est plutôt à poser comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va savoir finalement à quoi faire attention pour maximiser nos chances de réussite. On peut citer beaucoup de facteurs, mais j'en citerai moi 3 ici de facteurs, 3 facteurs d'échec. Le premier, c'est une raison humaine, aussi basique que ça. Toute transformation numérique qu'elle soit, il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans l'entreprise, il y a de l'humain chez les clients, il y a de l'humain chez les partenaires. L'humain est un facteur essentiel. Et qui dit humain dit que vous pouvez avoir tout simplement de la résistance au changement dans les équipes, au sein du management. Vous pouvez avoir une direction peut-être, une direction qui ne donne pas forcément la bonne vision, qui ne montre pas le chemin aux collaborateurs et qui du coup ne va pas motiver les différentes équipes à avancer dans cette vision du digital. Vous pouvez avoir des équipes qui manquent de temps, qui manquent de compétences pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc le facteur humain, il est très important. Le deuxième facteur, on en parlait un petit peu également sur la première partie tout à l'heure, c'est une raison, je dirais, plus business. C'est ne pas oublier quand on fait des outils digitaux que le client est au centre de tout. On ne fait pas du numérique juste pour se faire plaisir. Alors si on peut le faire à la maison peut-être, mais pas en entreprise. En entreprise, si on déploie des outils numériques, c'est avant tout pour répondre aux besoins des clients. C'est pour les satisfaire toujours plus et toujours mieux. Donc, il faut se poser, je dirais, les bonnes questions. Finalement, quels sont les usages et les attentes de mes clients? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Comment ils souhaitent livrer? Dans quel délai? Etc., etc. Et de se dire en quoi le numérique permet finalement de répondre à ces questions et de toujours mieux délivrer mon produit ou mon service à mon client. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, je dirais qu'il est organisationnel. Aujourd'hui, espérer digitaliser des processus qui ne sont pas maîtrisés, c'est une erreur. C'est une erreur. Si déjà une entreprise ne maîtrise pas ses processus, elle n'arrivera pas tout simplement à les digitaliser. Voire pire, la digitalisation peut-être sera inutile et coûteuse pour rien. Si vous avez par exemple des processus qui aujourd'hui ne servent à rien au sein de l'entreprise, mais que vous les numérisez, ils auront beau être numérisés, demain ils serviront toujours à rien, tout simplement. Donc c'est important voilà, de retenir ces 3 raisons, je dirais, le facteur humain, le facteur business et le facteur organisationnel. Donc je dirais, pour résumer un petit peu ça, que pour réussir sa transformation numérique, il faut, je dirais, créer une sorte d'harmonie entre les hommes, ce que je appellerais ici un peu l'intelligence collective, les clients, donc toujours écouter nos clients, et puis le business model de l'entreprise, bien évidemment. C'est à un moment donné, il faut que le numérique s'ancre dans le business model de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un commentaire de François Gervais, et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, hein, évidemment. On voit l'échec de la digitalisation est également souvent la conséquence d'un choix d'outils sans réfléchir aux besoins. Et c'est comme choisir la clé à molette sans connaître le boulon à serrer. Et c'est exactement ça. Hein, on est vraiment dans cette réalité-là. C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer effectivement aussi ici, c'est que le numérique n'est pas une fin en soi. On ne déploie pas un outil numérique pour se faire plaisir. Il doit vraiment répondre à un besoin. Donc, avant toute chose, effectivement, il faut réfléchir à ce besoin. Pourquoi on a besoin d'un outil numérique? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter?
on ne déploie pas un outil numérique, encore une fois, s'il n'apporte pas quelque chose, que ce soit en termes d'efficacité ou d'efficience à l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme démarche ou management qui soit efficace pour passer cette transition numérique de manière efficace? Aujourd'hui, si on se dit que les 3 raisons principales aux échecs de la transformation numérique sont l'humain, le client, enfin, la non-écoute du client, je dirais, et une raison un peu organisationnelle, à mon sens, aujourd'hui, une bonne réponse peut être d'allier le lean management, à la transformation numérique. L'idée étant que le lean peut jouer un rôle un peu de catalyseur, un rôle d'allié de la transformation numérique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on pose la question, savoir, je rappelle que les réponses sont anonymes, donc la prochaine question, c'est d'après vous, connaissez-vous le lean management? Savez-vous ce que c'est que le lean? Alors, on va voir un petit peu, vous répondez. Et en quoi, et c'est ça qui est intéressant, c'est après, même si vous le connaissez, c'est en quoi on peut l'appliquer justement à une démarche de digitalisation, de transition numérique. C'est assez partagé, hein, finalement, on va dire du 50-50, hein, 53 à 47%, oui, non. Alors, expliquez-nous, c'est quoi du lean management, c'est quoi le lean? Alors, je pense qu'en fonction de l'entreprise dans laquelle vont travailler nos interlocuteurs, effectivement, le lean sera plus ou moins connu. Le lean, aujourd'hui, historiquement, il est essentiellement déployé, je dirais, plutôt dans le milieu industriel. Initialement, le lean, il a été déployé chez Toyota. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc au début des années 50, on parlait alors de TPS, de Toyota Production System. C'est une démarche finalement de management qui a été déployée sur beaucoup de groupes. À Amiens, par exemple, vous avez Valeo qui déploie le Lean officiellement, on va dire, depuis les années 90, mais de manière plus pertinente, on va dire, depuis le début des années 2000. Donner une définition du Lean, je dirais que la définition du Lean va varier selon les époques, selon les auteurs. On a même parfois, je dirais, des transgressions qui sont faites à la définition du Lean. J'ai vu beaucoup finalement d'amalgames qui ont été faits ces dernières années avec ce que je qualifierais moi plutôt de cost killing, notamment dans les centres hospitaliers. Et je regarde pour le coup Francine qui est là aujourd'hui, puisque Francine a une vraie histoire dans les centres hospitaliers. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été menées en théorie de Lean dans les centres hospitaliers, mais qui n'avaient pour objectif finalement que de réduire les coûts et du coup réduire la voilure en termes de personnel, de lits, etc. Donc on n'était pas, je dirais, du tout dans la bonne démarche du Lean. Du coup, si je définissais le Lean, pour expliquer un peu ce que c'est, je dirais que le Lean, c'est une démarche de management qui a pour objectif principal de satisfaire pleinement les clients. Et pour cela, on va travailler sur 2 choses. Un, c'est l'optimisation de son organisation et de ses processus. Donc l'idée, c'est de rendre finalement notre organisation et nos processus plus efficaces et plus efficients. Ce sont 2 mots-clés que j'ai déjà pas mal employés depuis tout à l'heure. Et le deuxième côté, c'est finalement, je dirais, de développer tous les hommes et les femmes qui composent notre entreprise. Alors, quand j'entends par développer, c'est les rendre plus compétentes, plus autonomes, plus confiantes finalement dans leur capacité de jugement et plus engagées, tout simplement, dans leur entreprise. Alors, en quoi ça peut être appliqué au digital, ce lead? Il faut qu'on aille un petit peu plus rapidement, Sébastien. Je pourrais en parler pendant 3 heures, donc effectivement, on peut aller un peu plus vite. On sent le passionné. Alors, en quoi ça peut être appliqué sur le digital? Je dirais que c'est un prérequis à une démarche digitale parce qu'il va créer finalement les conditions nécessaires à la réussite du challenge numérique. Ces conditions, c'est quoi? C'est de bien comprendre finalement ce qui a de la valeur pour le client. On parlait tout à l'heure dans le chat à côté justement de bien maîtriser les besoins. C'est fondamental de maîtriser finalement ce qui a de la valeur pour les clients et d'éliminer tout ce qui est source de gaspillage. La deuxième chose qui est importante à mon sens ici, c'est de créer une démarche une dynamique, je dirais, de progrès au sein de l'entreprise. Donc le Lean crée finalement une démarche d'amélioration continue. Et si on met cette démarche-là au sein des équipes, au sein du management, on fait en sorte que le Lean devient finalement une opportunité de progrès, comme une autre, finalement un outil au service de l'entreprise. Alors que si on n'est pas dans une dynamique de progrès, le numérique peut être vu finalement comme un changement qui est subi. Et du coup, on rentre dans cette résistance au changement que j'évoquais tout à l'heure.
Et enfin, le Lean va nous permettre de maîtriser pleinement nos processus. Et si on maîtrise pleinement nos processus, il est plus facile de savoir comment les digitaliser efficacement, comment choisir le bon outil et comment ne pas digitaliser des processus qui n'ont pas d'intérêt à être digitalisés. Alors, il ne faut pas oublier l'humain là-dedans. Vraiment, parce que le Lean peut effectivement avoir un certain nombre de valeurs ajoutées, mais derrière, il faut bien que ces outils digitaux soient adoptés par les utilisateurs. Et pour qu'ils soient adoptés, il faut premièrement accompagner au changement, c'est-à-dire à l'introduction de ces dispositifs-là au sein des organisations. Sinon, c'est un rejet de la technologie et c'est ce que Sébastien a clairement évoqué. Et le rejet technologique, une fois qu'on a un rejet dans une organisation, c'est même plus la peine d'essayer de le mettre. Et puis, l'autre point, c'est on peut agir aussi sur les outils vraiment techniques quand même, puisque des outils qui ont une réelle utilité, ça vous l'avez évoqué effectivement, et dans le Lean, c'est aussi une valeur qui est défendue, qui sont faciles à utiliser par les utilisateurs réels qu'on a identifiés, donc qui sont vraiment conçus pour eux, qui sont accessibles, puisqu'il ne faut pas oublier que parfois, certaines organisations emploient des travailleurs qui sont en situation de handicap. Tous ces facteurs-là, implémentés dans la technologie et implantés dans la technologie, vont quand même faciliter l'adoption aussi par les utilisateurs finaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est l'aspect humain, finalement, qu'évoquait tout à l'heure Sébastien, qu'on retrouve ici. Mais il ne faut vraiment pas l'oublier, je pense, parce que quelque chose qui n'est pas accepté, in fine, par les utilisateurs ne sera jamais utilisé, même si il est performant. C'est aussi la démarche de Francine dans votre explication aussi tout à l'heure. Sébastien, alors il faut qu'on aille un petit peu plus vite parce qu'on va arriver à la conclusion. Vous avez fait du Lean, du management, évidemment le cœur de votre accompagnement auprès des entreprises. Vous pouvez expliquer en quelques mots comment vous y prenez, quelle est votre démarche? Aujourd'hui, on a une démarche qui repose, je dirais, sur un triptyque. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises sur 3 volets complémentaires. Dans un premier temps, c'est via le Lean Management d'aider l'entreprise à optimiser ses processus et son organisation, donc avec l'aide des collaborateurs. Et ça, j'insiste sur l'importance de ça, c'est que toute démarche, finalement, doit remonter du terrain. Les collaborateurs doivent être pleinement impliqués dans la démarche. Le deuxième pilier, c'est les outils numériques. Donc, c'est de se dire, finalement, quand on a optimisé l'organisation et les processus, qu'est-ce qui peut être numérisé? Donc, on va aller chercher peut-être un outil sur le marché qui permet de répondre à un besoin, ou on va développer un outil sur mesure si il n'existe pas d'outil sur le marché qui répond aux besoins. Et le troisième pilier, c'est de former les équipes au concept du Lean et au numérique pour faire en sorte qu'une fois nos travaux finalisés, l'établissement soit pleinement autonome pour faire durer un petit peu cette démarche du Lean et du numérique. Alors, j'aimerais qu'on développe une dernière notion ensemble, que je trouve passionnante, que vous allez développer. C'est la notion de l'antifragile. Alors, avant d'aller plus loin, on va vous poser la question. Ça fait partie des questions sondage. J'ai demandé à Amélie de vous poser la question. Savez-vous ce qu'est l'antifragilité? Alors, allez-y, répondez. Alors, pour l'instant, moi, je dois avouer qu'avant de vous avoir eu ensemble, je ne connaissais pas la notion d'antifragilité. Alors, pour l'instant, on est 100% à pas connaître. Ah, j'ai une personne qui connaît, oui. Oui, c'est vous qui avez répondu, c'est Sébastien. Alors, sans entendre, on voit bien que c'est une interrogation sur les personnes qui sont avec nous, l'antifragilité. Pourquoi on en parle déjà maintenant? Pourquoi ça vient là? Pourquoi c'est intéressant d'en parler maintenant? Je réactive mon micro, ce sera plus facile. Ouais. C'est intéressant d'en parler maintenant parce que la crise finale. Je vous ai plus en image non plus, Sébastien. Je vous ai que au son. Alors, pas si, voilà. Non, c'est bon, vous êtes de retour. Alors, c'est intéressant d'en parler en ce moment parce que justement, la crise nous rapproche du concept d'antifragilité. Alors, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est tout ça, en fait, l'antifragilité, c'est un concept qui a été développé par Nassim Nicholas Taleb en 2013, donc c'est un concept qui est assez récent, dans un livre qui s'appelle Antifragile, les bienfaits du désordre. Donc, je vous inviterai à aller lire ce livre qui est très intéressant. Si je simplifie un petit peu tout ça, je dirais que si vous prenez quelqu'un ou quelque chose qui est fragile,
et que ce quelqu'un ou ce quelque chose subit une perturbation, que ce soit un stress, un choc, un coup, un incident, etc., etc., cette personne ou cette chose va s'affaiblir, va se casser. Vous prenez un verre, par exemple, le verre, il est fragile. Vous le jetez par terre, votre verre, il va exploser. Si vous prenez quelqu'un ou quelque chose qui est, je dirais, solide, qui est robuste, cette personne ne va pas se casser, ne va pas s'affaiblir, elle va, je dirais, encaisser les chocs. C'est un peu l'image du boxeur qui est acculé dans le coin du ring, qui est costaud, qui prend des coups, qui résiste, mais qui ne réagit pas forcément. Si vous prenez quelqu'un ou quelque chose qui est antifragile, et que quelqu'un ou que quelque chose subit une perturbation, ça va lui permettre finalement de se renforcer. En fait, elle va profiter de cet élément perturbateur pour s'améliorer. Et là, je vais prendre un exemple concret, je pense qu'il va parler à tout le monde. Vous prenez un muscle. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont adeptes de la musculation, par exemple, mais on est vraiment dans le concept de l'antifragilité. Quand vous faites de la musculation, l'idée, c'est finalement de détruire, entre guillemets, les fibres musculaires en soulevant des charges de plus en plus lourdes pour aider les muscles à devenir plus forts et à grossir. Et plus vous faites de musculation, plus vos muscles, finalement, apprennent à soulever des charges de plus en plus lourdes. L'antifragilité, c'est ça. C'est finalement s'adapter et prendre en compte, finalement, ces chocs pour devenir plus performant et être capable, finalement, demain, de supporter ces mêmes chocs. C'est ça l'antifragilité. Et c'est ça qui est important en termes de crise, comme on est en train de le vivre en ce moment, c'est de se dire finalement comment nos entreprises peuvent apprendre de la crise, des différentes crises, pour se renforcer et devenir encore plus performantes demain et être en capacité d'absorber de manière plus efficace les différents chocs qui ne manqueront pas de survenir. Voilà, et ça, on peut l'inclure évidemment. Le Lean peut aider à amener cette notion d'antifragilité au sein des équipes. Ah oui, complètement, parce que le Lean va nous permettre pas mal de choses. Le Lean, en fait, il va nous permettre déjà de voir, ce qui est déjà une chose très importante. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de managers ou de patrons qui ont tendance à rester enfermés dans leur bureau, à s'appuyer sur des reportings pour prendre des décisions, mais pas forcément être présents sur le terrain. Le Lean va, je dirais, inciter, obliger les patrons à sortir de leur bureau pour aller constater les faits sur les terrains, pour aller échanger avec leurs équipes, pour faire en sorte finalement de percevoir les problèmes pour pouvoir s'améliorer. Quand un patron est enfermé dans son bureau, il ne voit pas tous les problèmes et je dirais que ses collaborateurs ne lui remontent pas forcément tous les problèmes. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être sanctionnés, etc. Et finalement, on ne profite pas de ces problématiques pour s'améliorer. Le Lean va nous permettre également, je dirais, d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de faire en sorte de voir les difficultés qu'on peut rencontrer, comme les crises actuelles, comme des opportunités de s'améliorer pour être plus performant demain. L'idée, c'est de mettre de côté finalement le jugement du collaborateur qui aurait pu avoir une difficulté pour travailler finalement sur notre performance et chercher à être plus performant demain. Il y a une question pertinente d'Isabelle Lebire là. Entre antifragilité et résilience, c'est quoi la différence? La résilience, c'est plus faible, je dirais, que l'antifragilité. La résilience, c'est plutôt la capacité, je dirais, d'encaisser les coups, de les accepter et de continuer à rebondir finalement. L'antifragilité, c'est vraiment profiter. C'est ça qui est important, c'est profiter de l'événement comme source, je dirais, d'amélioration de la performance. Et on analyse les difficultés qu'on a pu rencontrer pour faire en sorte de créer des choses nouvelles, d'innover, de revoir peut-être nos processus. Je prenais l'exemple, par exemple, des restaurateurs qui avaient dû revoir leur process avec du click and collect, de la vente emportée, etc., etc. Ils ont su innover finalement pour proposer quelque chose de différent. Et demain, une crise nouvelle survient, ils auront résolu finalement cette problématique parce qu'ils ont déjà mis en place quelque chose qui répond à la problématique. C'est ça l'antifragilité. Donc c'est plus fort, je dirais, que la résilience. Merci beaucoup, Sébastien Ramet. On arrive à la conclusion de cette deuxième table ronde. Alors, je sais que c'est un peu frustrant puisqu'on aurait pu encore évoquer encore davantage l'ensemble de ces sujets. On va laisser vos coordonnées également sur la partie de chat, ainsi qu'à Émilie, ainsi qu'à Francine qui sont avec nous. Je voulais vous remercier sincèrement. J'espère qu'on a répondu beaucoup à vos questions. Je vais vous laisser quitter la scène. Merci bien.
Il est très exactement 16 heures et on va passer à la conclusion. J'espère que vous avez pu évoquer les sujets que vous vouliez aborder. Et nous avons avec nous, je vous remercie d'être avec nous pour conclure cette thématique. Madame Fanny Ruin, vous êtes présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Amiens-Picardie. Je vous remercie bien évidemment d'être avec nous. Je précise qu'avec vous, tout de suite après, on aura aussi une conclusion, mais cette fois-ci filmée, de Monsieur Marc Foucault, qui est le 4e vice-président au développement économique, emploi et insertion chez Amiens Métropole. Mais vous êtes là, en direct avec nous. On vous en remercie et on vous laisse la parole pour conclure avec nous ce webinaire 100% digital. Bah écoutez, merci à tous de votre participation. Merci pour l'invitation. J'ai envie de vous dire aussi merci à tous d'avoir cru au digital et ce depuis des années et sans doute même avant beaucoup d'autres. Aujourd'hui, en fait, le digital et donc vous contribuez à sauver des commerçants, mais également des entreprises et on le sent beaucoup aujourd'hui. Je tenais quand même à vous en faire part parce que vous savez qu'on vit une période très compliquée. Aujourd'hui, 50% des appels portent sur le numérique, d'où l'importance vraiment du numérique et puis et du digital, pardon. Qui l'aurait cru il y a quelques années que finalement digital rimerait avec proximité. Il y a quelques années, c'était pas forcément ça, et aujourd'hui, on voit que, en tous les cas, d'un point de vue économique, mais pas que, bien sûr, mais forcément qu'en tant que présidente de la Chambre, ça me touche particulièrement. On voit que le digital est vraiment nécessaire, et bien sûr que c'est un levier extraordinaire pour rebondir et pour que les entreprises puissent rebondir. Et c'est vrai que la CCI, avec la métropole, on soutient et on héberge les jeunes entreprises, alors notamment avec le Lab, cette pépinière amiénoise qui a 26 bureaux et des services mutualisés, des services aux entreprises. Et on est fiers aussi de pouvoir héberger 3 startups qui ont participé au webinaire, à vos tables rondes, comme Pozos, comme Blockchain Company, et puis également équipement à partager. C'est vrai que on voit que il y a de l'idée, il y a un temps d'avance et on a besoin de ça pour l'économie du territoire. C'est vraiment on a besoin de digitaliser, mais aussi d'agilité et d'énergie, et c'est ce qui s'en ressent. On a besoin d'être dans une stratégie, je crois que c'est Benjamin qui disait ça tout à l'heure, une stratégie dans un monde digital. On n'est pas encore complètement au monde digital, mais on y vient petit à petit et vous y contribuez. Quoi vous dire d'autre ? Je pense que pour justement être dans un monde digital, on a besoin que ces entreprises évoluent dans un écosystème et qui soit complet et vraiment agile. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire à la Chambre de commerce, avec Amiens Métropole, avec Amiens Cluster. Donc, merci Monsieur Dadian, avec la machinerie, avec l'UPJV, parce que le numérique, on le voit aussi en termes de santé, c'est primordial. Et d'ailleurs, il y a encore eu de sacrées innovations sur Amiens que je tiens aussi à saluer. Et puis, l'innovation, justement, en termes de santé, c'est aussi l'ouverture de la 5e pépinière Biolab, qui est dédiée à la santé et à la nutrition. Et l'inauguration se fait demain, donc c'est tout neuf. Je remercie aussi Delphine Lemaire, qui contribue fortement justement au développement des jeunes pousses. Et puis, forcément, la région et l'initiative des RRI qui mettent en lumière toutes ces pépites et elles le méritent. Voilà, donc merci à vous et on continue et n'hésitez pas à solliciter la CCI, on est à vos côtés. Merci beaucoup pour cette conclusion ô combien dynamique et qui évidemment font écho à tous celles et ceux qui ont participé à ce webinaire cet après-midi. On va laisser malheureusement Monsieur Foucault ne pouvait pas être présent en même temps que ce séminaire, donc il a enregistré cette conclusion avec nous. Je vous propose de le découvrir en images. Monsieur Foucault, vice-président développement économique et emploi et insertion chez Amiens Métropole. Ça devrait arriver. Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi autour de cette belle initiative
initiative numérique. Merci à tous les organisateurs ou initiateurs, à la Chambre de commerce, à la région Hauts-de-France, à Amiens Cluster, Amiens Métropole, bien sûr que je représente, à l'Université de Picardie Jules Verne, d'avoir contribué à cette très belle journée de travail. Vous savez bien que les Asiatiques donnent un double sens au mot crise. Chez eux, c'est à la fois la douleur, la difficulté, mais c'est aussi l'ambition, la rupture, les opportunités qui peuvent naître d'une crise. C'est bien ce qui s'est passé à travers la crise sanitaire que nous vivons, avec malheureusement les souffrances, les décès, l'impossibilité de mobilité, mais également une multitude de bons en avant technologiques, avec des secteurs entiers qui étaient non pas en retard, mais qu'on croyait peut-être en difficulté pour passer certaines étapes technologiques. Je pense aux TPE, je pense aussi à certaines TPE en tout cas, je pense aussi au monde de l'éducation, de la formation. Tout ce qui pouvait toucher à la technologie, l'enseignement à distance était encore assez minoritaire. Le bond en avant au cours de la crise a été prodigieux et ce qui est clair, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Je crois que cette crise a aussi eu les vertus, il faut le dire, de montrer les limites du numérique. On sait bien que l'innovation, elle naît de l'échange, donc de l'échange organisé, de l'échange intellectuel, de l'échange programmé, c'est très important, mais elle naît aussi toujours aussi de tout ce qui peut être impromptu, spontané. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus le cas parce que l'échange physique est possible à travers des rencontres, des échanges qu'on ne croyait pas possibles ou qu'on n'avait pas prévus et qui permettent tout d'un coup de se lancer sur la bonne piste, soit en matière de recherche, soit en matière de création d'entreprises, de développement, de rapprochement, de partenariat. En tout cas, vous le savez, Amiens, depuis plusieurs années, a décidé de miser sur la recherche, de miser sur l'innovation. Amiens est la ville de Saint-Martin, donc une ville de solidarité, mais c'est aussi la ville de Jules Verne, ce qui nous donne des devoirs en termes d'innovation, des devoirs aussi en termes d'ouverture sur le monde et de tolérance culturelle. C'est pour ça que nous essayons, dans les limites de nos compétences et de nos budgets, à être le plus proche possible auprès des chercheurs, de l'université, de nos écoles et plus largement de tous les chefs d'entreprise qui font l'innovation à Amiens. Nous avons décidé que la recherche, l'université, l'innovation serait ce qui donnerait le là à notre métropole. Innovation en matière technologique, mais aussi en matière managériale. Et c'est là où je sais que nous pouvons compter sur tous les jeunes chefs d'entreprise qui se développent sur Amiens, soit à titre privé, soit dans des pépinières d'entreprise que dans un premier temps nous mettons à leur disposition, soit évidemment à travers les liens que Amiens Cluster peut établir entre le monde de la recherche médicale, par exemple, et le monde de l'innovation, le monde de la création d'entreprises. Derrière tout ça, c'est l'ambition de la Smart City, de la ville intelligente, d'une ville qui agit, mais aussi d'une ville qui sait que pour agir, il faut aussi travailler ensemble, échanger, participer à des rencontres, participer à des colloques. C'est le cas avec ce webinaire. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir organisé. Merci de m'avoir convié, m'avoir proposé de le clôturer et très belle réussite à vous tous dans vos différentes initiatives professionnelles. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la conclusion de ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon après-midi, que vous avez appris beaucoup de choses, que les échanges ont été riches pour vous. Je tenais particulièrement à remercier toutes les équipes d'Amiens Métropole, Émilie, de Amiens Cluster, Amélie, Delphine également de la Chambre de commerce et de l'industrie et toutes les équipes d'HDFID, Hauts-de-France et Innovation et Développement qui ont pris l'organisation totale de ces rencontres régionales de la recherche et de l'innovation qui vont continuer jusqu'au 4 décembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains thèmes, les prochains webinaires. Vous aurez toutes les informations sur le site dédié, les rencontres-innovation.hautefrance.fr.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous rappelle que vous allez avoir automatiquement un replay qui sera disponible à travers cet espace. Donc, n'hésitez pas à revoir éventuellement les échanges avec nos différents experts intervenants tout au long de cet après-midi. Bon après-midi à tous et bonne soirée. Au revoir.